Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un document assez singulier. C'est un rapport personnel. Ça date du week-end du 5 au 7 septembre 2025 et ça concerne une situation bien précise à Nyon. Oui, tout à fait. Et l'auteur lui donne un nom un peu particulier, non? Rossella Paleopolis Sponsorius. C'est ça. Un titre assez évocateur, on peut dire. Le point de départ qu'il mentionne, c'est l'apparition d'une voiture de la police, la PRN, le 7 septembre. Et puis, deux agents qui vont vers Terrenal. Exactement. Et ce texte, en fait, c'est surtout un exutoire, hein. C'est un résident qui est clairement excédé. Il liste tous les nuisances la nuit, les incivilités, et puis ce qu'il voit comme une défaillance des autorités de la ville, des gérances aussi. C'est très subjectif, on sent bien la colère derrière. Ah oui, beaucoup de colère et d'amertume aussi, je dirais. Absolument. Bon, alors notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ces témoignages. On va essayer de comprendre les reproches exacts qu'il fait sur la vie de quartier, le bruit, Les événements comme le Street Food Festival. oui, voilà. Et puis sa vision de la gouvernance à Nyon, tout ça à travers ses yeux, bien sûr. Alors, on commence par quoi? Peut-être les incivilités et ce sentiment de déclin qu'il ressent? Oui, allons-y. Parce que d'entrée de jeu, il pose un contraste assez fort. Il rappelle qu'il y avait eu un document de la ville, en juin 2020, Ah oui, qui parlait d'avancées significatives à Nyon. Et lui, il met ça en face de sa propre expérience qui est radicalement opposée. oui, on sent le scepticisme, c'est clair. Il dit, je cite un peu, « Aucun progrès, hormis en ce qui concerne les revenus du clan local ». Bon, c'est direct comme accusation. Carrément. Et il va même jusqu'à penser que ce document de 2020, ça a peut-être été le déclic pour lui. Que c'est un an après qu'il a commencé à faire des vidéos justement pour montrer ce qui se passait vraiment. Hmm. Et il critique aussi le service d'alcool pendant certains événements. Oui, il dit que ça continue jusqu'à ce que les clients n'aient plus la force de partir, avec une petite pointe d'ironie sur les bonnes intentions affichées par les organisateurs, quoi. D'accord. Et il fait un lien assez surprenant entre la hausse des loyers et ses animations. Ah oui, ça c'est intéressant. Il émet l'hypothèse que l'augmentation de son loyer, elle serait liée à la multiplication de ces prestations offertes gratuitement dans la rue. Comme si les coûts de ces événements étaient répercutés sur les locataires. C'est une théorie qui interroge sur le financement de tout ça, en effet. C'est cette opposition classique entre la communication, disons, officielle ou perçue comme telle, et puis le vécu quotidien des habitants. C'est un thème récurrent dans les conflits en ville, hein. Une déconnexion, en fait. Oui, une déconnexion profonde. Il oppose ceux qui payent leur loyer tous les mois, donc les résidents permanents, et puis de l'autre, ceux qui profitent ou qui organisent ces activités qu'il juge, lui, nuisibles. Et l'expression clan local, elle est forte. Très forte. Ça suggère une idée d'entre-soi, de favoritisme, presque une petite oligarchie locale qui profiterait du système, quoi, au détriment des autres. Ce sentiment d'inégalité, de déconnexion, c'est un peu la base de sa colère, j'ai l'impression. Et ça explose vraiment quand il parle des nuisances nocturnes. Là, il vient très précis. Oui, la précision est quasi médicale par moment. Pour l'épisode qu'il appelle les rebelles, il note les heures, 0033, 0035, 02h03. Ah oui, quand même. Il décrit même l'éclairage public, normal, puis diminué, puis à la fin, juste des lampes de poche. Il dit que ces vidéos montrent mieux que des photos. D'accord. Et il mentionne une intervention de la police le lendemain matin, mais sans savoir pourquoi exactement. Ce qui rajoute un peu à ce sentiment d'opacité, de flou. Puis cette partie fiche, le poisson pourri par la tête, là, le ton change encore, non? Ah oui, ça monte d'un cran. Il décrit une scène à 1h33 du matin. Il parle de hooligan anglais. Bon, c'est sa description, hein. Oui. Et la conséquence pour lui, c'est simple, hein. Impossible de dormir la fenêtre ouverte. Et là, sa colère éclate vraiment dans le texte. Que ces abrutis ferment leurs fenêtres, la bouclent et paient leur loyer. C'est, ouais, assez cru. Oui. Et il va jusqu'à nommer quelqu'un, Grégory Custer, en supposant qu'il voudrait acheter leur immeuble avec l'argent de la vente d'alcool. C'est une accusation très personnelle. Ce qui est frappant, c'est comment ces incidents précis deviennent pour lui les symptômes de quelque chose de plus large, de plus profond. Tout à fait. L'analogie « le poisson pourri par la tête », elle est très parlante. Ça montre qu'il vise pas seulement les gens qui font du bruit, mais ceux qui sont au-dessus. Les organisateurs, les autorités, ceux qui permettent ça. C'est une critique du système, en fait. Dire? Il avoue son impuissance, sa rage. Il dit qu'il aurait envie d'affronter physiquement ces gens. Ah oui. Mais il se retient. Par principe, il refuse la violence, dit-il, mais aussi par peur. Peur de l'inconnu, des conséquences.
Cette tension entre l'envie d'agir et la retenue, elle est très palpable. Hmm. Et il raconte aussi que les gens qui le filment ne sont pas contents. Oui, il mentionne qu'ils réagissent mal, qu'ils le provoquent un peu, genre descend citer un homme. Ça ajoute une dimension de confrontation, même à distance. Bon, toute cette accumulation d'incidents, ce sentiment d'impuissance, ça l'amène logiquement à critiquer plus largement. Il remonte aux causes, selon lui, la gouvernance locale, les acteurs impliqués. C'est ça, c'est le troisième grand thème. Et là, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Par exemple, Il affirme que ni les organisateurs ni les élus de la municipalité ne vivent dans ce quartier. Et pour lui, c'est la preuve qu'ils n'accepteraient jamais ça chez eux. accusation d'hypophysie en somme. Oui, et de déconnexion totale avec ce que vivent certains habitants. Il demande d'ailleurs clairement qu'on retire l'autorisation pour ces événements parce que, dit-il, la musique s'entendait encore très bien. Et il a une explication sur le manque de réaction des autres habitants. Il en parle. Oui, il avance une hypothèse un peu démographique. Il suggère que le quartier serait peuplé en majorité d'étrangers qui, soit par peur, soit parce qu'ils n'ont pas le droit de vote, n'osent pas se plaindre. Hmm. Et que les autres, les Suisses ou ceux qui sont là depuis longtemps, ils auraient juste renoncé. Fatigué, résigné. C'est une analyse qui expliquerait une certaine inertie, selon lui. Voilà. C'est sur cette base qu'il accuse la municipalité d'avoir une stratégie de l'ignorance. Une stratégie de l'ignorance. C'est fort comme terme. L'idée, ce serait que les autorités choisiraient d'ignorer le problème parce que ceux qui se plaignent pèsent pas lourd politiquement. C'est un peu ça qu'il laisse entendre, oui. Et il va plus loin. Il frôle les accusations de corruption ou en tout cas de manque de transparence. Il parle de diverses affaires, de pratiques corrompues, de changements suspects au cactus. Ça doit être un bar ou un commerce local. Et les gérances immobilières, les régies, elles en prennent aussi pour leur grade. Ah oui, violemment. Il les voit comme des monopoles qui méprisent leurs locataires. Il dit qu'ils sont traités non pas comme des clients, mais comme une quantité négligeable. Il fait cette comparaison. Dans n'importe quel autre secteur, ses clients seraient déjà partis. Ça montre bien comment il se sent coincé. Non. Tout à fait. Pris au piège, sans alternative. Et il ironise même sur la sécurité privée pendant les événements. Est-ce qu'ils sont là pour embrasser les clients et nettoyer la terrasse? Avant de dire que de toute façon, c'est les employés de la ville qui nettoient à la fin. Ce qui suggère que les coûts ou les tâches ingrates sont repassés à la collectivité. Donc, une critique qui touche la politique, l'administration, l'économie locale. Il dessine un système qui, pour lui, ne tourne pas rond. Pas rond du tout et au détriment du citoyen lambda. Son jugement sur les politiciens est sans appel. En la qualité de vie de leurs citoyens, nos politiciens s'en fichent complètement. Difficile d'être plus clair. Et pour illustrer tout ça, il prend un exemple très concret, le Street Food Festival. C'est un peu son étude de cas. Oui, exactement. Le Street Food Festival devient le symbole de tout ce qu'il critique. Il met une photo de juillet 2023 avec le commentaire « Nyon évolue ». Oui, et maintenant il y en a déjà 2. L'ironie est évidente, il suggère que ça prolifère sans qu'on le veuille. Il s'attaque aussi à l'image verte de la municipalité. Oui, il les traite de politiciens encore verts derrière les oreilles. C'est un jeu de mots sur leur partie supposée, les verts. Et ce qu'il perçoit comme leur manque de maturité ou de sérieux. Et la critique vise même le syndic, le maire, personnellement. Oui, il dit qu'il est peut-être proche des verts, mais surtout proche de lui-même et de son système corrompu. Il mentionne une affaire Buckle, qui selon lui aurait fait perdre la majorité aux Verts au conseil communal. Ah, d'accord. Il suggère une certaine fragilité politique. Oui, et il laisse entendre que les alliances pourraient changer. Il se demande même si le syndic pourra ou voudra se représenter. Et sur le festival lui-même, sur ce qui est vendu, il a des critiques aussi. Oh oui, il se moque un peu de ce qu'il voit comme du consumérisme un peu bête et du greenwashing. Il cite « Fresh orange juice from Brazil », avec un lien vers une multinationale, ou la phrase « We love street food, American style », qu'il commente par « brainwashed bastards ». Bon, c'est violent, mais ça montre sa critique de la mondialisation, de l'américanisation et de ce qu'il trouve être de l'hypocrisie écolo. Et plus concrètement, il parle des problèmes que ça cause. Oui, le stationnement. Il dit que les voitures sont garées jusqu'à Prangin, le village voisin. Et il suppose que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de bénévoles pour gérer correctement. Donc ce festival, ça devient vraiment le point où toutes ces critiques se rejoignent. C'est tout à fait ça. C'est l'illustration parfaite pour lui de tout ce qu'il dénonce.
L'hypocrisie politique avec le vernis vert, la priorité donnée au commerce et à l'événementiel sur la paix des habitants, le non-respect des règles comme le stationnement. Et toujours cette suspicion de corruption, d'arrangement en coulisses. Exactement, ce fameux système. Il termine cette partie en visant spécifiquement les avocats qui sont au gouvernement local, c'est ça? Oui, c'est une attaque assez ciblée. Il insinue qu'ils se serviraient de leur mandat politique pour arrondir leur fin de mois, compléter leur salaire et leur retraite. Il sous-entend que leur cabinet d'avocats ne marcherait pas si bien que ça. D'accord. Et il critique leur façon de travailler? Oui, il imagine qu'ils facturent tout au détail et surtout il leur reproche une certaine flexibilité dans l'interprétation des lois. Il dit la loi peut être interprétée à volonté. C'est une mise en cause assez grave de leur éthique professionnelle et politique. Et tout ce réquisitoire finit par une phrase choc pour conclure cette section. Oui, vive l'état de droit et la République bananière, Rossella, Paléopolis, Sponsorius. L'expression est puissante. Extrêmement. République bananière, Rossella, Paléopolis, Sponsorius. C'est un condensé de tout son ressentiment, non? Complètement. Il mélange le nom d'un promoteur connu, Rossella, une allusion probable au Paléo Festival, Paléopolis, et ce Sponsorios qui évoque le sponsoring partout. En associant ça à une république bananière, mais il dit que Nyon serait devenue une ville où les intérêts privés, l'événementiel, l'argent auraient pris le dessus sur l'intérêt général et la loi. C'est vraiment le fond de sa pensée, l'expression de sa désillusion totale. Bon, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu dans ce rapport, il y a des thèmes forts qui reviennent tout le temps. D'abord, cette impression très laide chez l'auteur que sa qualité de vie se dégrade. Oui, une dégradation qu'il documente avec une précision presque obsessionnelle à travers les nuisances, les incivilités. Et au-delà des faits eux-mêmes, ce qui ressort, c'est ce sentiment de méfiance, voire d'hostilité entre lui et toutes les formes d'autorité, en fait. Tout à fait. Que ce soit les politiques, les organisateurs d'événements ou les gérances immobilières, les accusations d'hypocrisie, de déconnexion et surtout les soupçons de favoritisme, de pratiques corrompues, c'est ça qui forme la toile de fond. Il décrit un système contre lequel il est en guerre, en quelque sorte. Et il termine son rapport par une phrase qui sonne un peu comme un avertissement, non? Leur stratégie de l'ignorance ne leur sera d'aucun secours. À très bientôt. Oui, c'est un défi lancé à ceux qu'il critique. Ça laisse entendre qu'il n'en a pas fini. Qu'il va continuer. Clairement. Cette fin ouverte, elle indique une volonté de poursuivre le combat, de ne pas laisser cette stratégie de l'ignorance gagner. C'est presque une menace voilée. Ce rapport, même s'il est très subjectif, très chargé émotionnellement, il pose quand même des questions importantes sur le vivre ensemble en ville aujourd'hui. Absolument. Il montre de façon assez crue les tensions qui peuvent apparaître quand on veut animer une ville, la rendre attractive avec des événements, du commerce, et que ça se heurte aux besoins de tranquillité, de respect des habitants qui y vivent au quotidien. Ce conflit entre la ville à vivre et la ville animée, c'est ça? C'est exactement ça. C'est au cœur de beaucoup de problèmes dans les villes aujourd'hui. Trouver le bon équilibre. Ce qui nous amène peut-être, pour finir notre discussion, à une question un peu plus générale, qui va au-delà de Nyon, mais que ce rapport soulève. Comment on fait dans une municipalité pour s'assurer que tous les habitants sont vraiment écoutés? Surtout ceux qui se sentent peut-être un peu sur le côté, marginalisés, ou qui ont l'impression que leur voix ne compte pas face aux décisions qui impactent leur vie de tous les jours. C'est la question clé, en effet, pour la démocratie locale. Comment garantir une représentation et une écoute efficaces pour tout le monde? Trouver cet équilibre entre le développement, l'attractivité d'une ville, et puis la qualité de vie de tous ses habitants, sans laisser personne sur le carreau. Ça reste un défi énorme. Et ce rapport, même avec ses excès, il a au moins le mérite de nous le rappeler avec force.